Bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle session consacrée à la e-santé. Aujourd'hui, on reçoit Rémi Choquet. Rémi, vous êtes le directeur innovation et prospective chez Orange. Alors, Orange, très connu du grand public, plutôt pour les téléphones. Pour la santé, un peu moins. C'est un département à part. Comment ça marche ? Alors, Orange Healthcare, en fait, pour être tout à fait précis, donc je suis le directeur d'innovation et de la prospective d'Orange Healthcare, qui est une business unit donc affiliée à Orange Business Services, donc principalement présent sur des marchés de type B2B. Donc dans le monde d'Orange, vous avez le monde du grand public et puis vous avez le monde des services à valeur ajoutée pour les grandes entreprises et notamment les hôpitaux, instituts de santé, ARS, qui ont des grands projets de télémédecine par exemple, ça fait partie de type de marché qu'on adresse. On travaille aussi avec dans le domaine de MedTech, par exemple, pour faire de la connectivité de solutions, par exemple, dans le domaine de la remontée de données, dans le cadre quand des patients sont implantés avec des dispositifs médicaux type défibrillateur ou pacemaker implantable. On travaille aussi un petit peu avec les pharma et le monde des mutuelles, donc pour proposer des services à valeur ajoutée. Alors, on a plusieurs modes de travail. On travaille en intégration de projets, pour des projets complexes, sur des projets de télémédecine, je les ai cités, mais sur des ARS aussi, pour des projets de parcours de soins, de coordination de soins. On peut travailler aussi, par exemple, on a un gros projet avec le SAMU français pour moderniser tout le système téléphonique du SAMU pour les 10 prochaines années, donc c'est des projets assez conséquents. On travaille aussi, puisqu'on est hébergeur de données de santé, on était le premier hébergeur de données de santé en France du temps de l'autorisation, pour par exemple déporter des dossiers médicaux de CHU, notamment CHU de Montpellier par exemple, pour traiter des données cliniques, des données génomiques aussi, donc des données assez sensibles qu'on va pouvoir traiter sur nos data centres. On travaille aussi depuis le rachat qu'on a fait récemment de la société Novacom, qui est une société marseillaise et qui travaille notamment sur le sujet de l'interopérabilité des données de santé. Donc on a aussi cette compétence de pouvoir faire en sorte que nos solutions puissent se relier, puissent s'interfacer avec les différents systèmes d'information hospitaliers ou extra-hospitaliers, qui est, je pense, une force pour faire en sorte que les choses puissent être le plus fluides possible pour les professionnels de santé et pour les échanges de données d'une manière générale. Et puis Orange Application for Business, qui est une filiale d'Orange Business Services dans lesquels nous sommes, vient aussi d'acquérir une autre société qui s'appelle Business et Décision, qui est une grande société de 2500 personnes qui travaille sur l'exploitation de la donnée. Et cette société a on va dire une practice santé qui s'appelle Business et Décision Life Science, qui travaille principalement sur l'exploitation des données de santé pour les pharma, études cliniques, phase 2, 3, 4. Donc vous voyez, on a un champ qui est assez large et qui permet d'embrasser un certain nombre de problématiques dans le domaine de la santé. Alors vous parliez effectivement d'un projet mené à 10 ans avec le SAMU, c'est ça ? Donc effectivement, la prospective, c'est quelque chose d'important et le point fort, bien sûr, de votre département, c'est l'innovation. Tout à fait. Donc moi, je regarde principalement, évidemment, le domaine de la e-santé, c'est un domaine qui est excessivement large, où il y a énormément d'innovation. En ce moment, je trouve que ça foisonne particulièrement. On sait aussi qu'en France, on est en retard sur la digitalisation, dans certains champs, pas dans tous. Donc ce qui est important pour moi, c'est de regarder quels sont les champs les plus pertinents à, on va dire, 1 à 3 ans, dans lesquels, effectivement, on sent les prémices et on sent que le système de santé va s'organiser autour de ces nouveaux outils digitaux. À quel endroit, pour quelle valeur ? Qui est le point crucial, c'est-à-dire c'est de se dire oui, un objet connecté, oui, une application digitale, évidemment ça peut avoir de la valeur, mais pour qui ? Le professionnel de santé, le patient, le système de soins pour son efficacité. Il faut bien définir sa cible. Il faut bien définir sa cible, il faut savoir ce qu'on veut gagner, et après on l'intègre et on regarde en vie réelle ce que ça fait. Donc ça c'est vraiment le gros de notre travail. On a plusieurs programmes, j'en ai 3 principaux aujourd'hui, mais il y en a évidemment plusieurs sur lesquels on peut un peu communiquer, parce qu'on ne communique pas évidemment sur toutes les innovations. Bien sûr, l'innovation ça peut être secret aussi, il faut parfois. On a des résultats, on a toujours alors, quand on fait de l'innovation, on part toujours avec plusieurs acteurs. On n'est jamais seul, même si Orange a une capacité d'innovation en propre. Et on va travailler avec des acteurs du métier, donc des cliniques, des centres de lutte contre le cancer, des hôpitaux. On va souvent travailler avec des startups qui ont aussi, elles, des capacités à pouvoir pivoter plus rapidement pour adresser. C'est un domaine où il faut être agile aussi, vous parliez effectivement des partenaires. Oui, il faut être très agile. Enfin, pour moi, il y a toujours deux niveaux. Il faut être agile parce qu'il y a des domaines qui bougent vite, il y a des domaines qui sont en construction. C'est-à-dire que là, vous avez besoin, en tant que start-up, de pouvoir coller au plus proche du besoin et co-fabriquer votre solution. Alors c'est difficile, parce que agile, mais sécure aussi, parce que c'est des données très sensibles. Allez, après, c'est la deuxième phase pour moi du process, et c'est là où nous aussi on rentre en tant qu'industriel, parce qu'on connaît la sensibilité des données, on connaît la complexité pour intégrer une plateforme en vie réelle, et là, il faut le faire effectivement dans des temps qui ne sont plus les mêmes. Donc,
puis après, vous avez aussi de la R&D. Il y a des choses qui sont aujourd'hui, on sent que ça pourra faire quelque chose, mais il faut un peu de temps pour que ça puisse maturer encore un peu. Alors Rémi, effectivement, on va voir sur 3 exemples concrets pour avoir une idée. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est pour avoir une idée un peu de ce que vous faites. Alors on a donc 3 exemples qui sont en rapport avec l'IA, puisque c'est enfin l'IA, l'intelligence dans tous ses états, qui est un peu le sujet de cette année à Castres. Le premier, c'est une expérimentation qu'on a mis en place avec la Pitié-Salpêtrière, un hôpital de la PHP, Sanoya, une start-up qui travaille, une CRO digitale qui travaille sur différents types d'études sur les données de santé. Et le protocole, en fait, la problématique, c'était de dire, pour des patients qui sont atteints de polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie inflammatoire des articulations et d'autres types de pathologies dans le domaine du rhumatisme, l'idée c'était de voir si on pouvait détecter des poussées de polyarthrite rhumatoïde grâce à un tracker d'activité qui est un tracker en fin de compte du nombre de pas de la personne. Ce qui intéressait les cliniciens, il y avait plusieurs choses. La première, c'était en fin de compte de se dire certains patients avec des profils particuliers répondent plus ou moins bien à certains traitements. Parfois ils répondent tellement bien en termes de douleur qu'ils sentent plus qu'ils sont dans une période de crise, et la crise se passant en 2 niveaux, quand on arrive au 2e niveau de la poussée, il y a de la destruction de cartilage, et auquel cas il faut faire vite revenir le patient, donc il faut pouvoir le détecter à distance. C'est comme si on se brûlait quand on sentait plus la chaleur. C'est un peu l'idée. Et donc l'idée c'est de se dire est-ce qu'on peut tenter de détecter ces crises-là. Donc on l'a fait. C'était assez rigolo dans l'histoire, c'est que c'est la start-up qui est venue nous voir en disant bon, on trouve rien dans les données, parce qu'ils ils avaient agrégé les données de manière assez large, et en utilisant les outils qu'Orange a développés, notamment de machine learning, on est descendu jusqu'à les minutes, et là on a commencé à détecter effectivement des motifs qui permettaient de prédire, enfin de détecter des moments de crise. Et ça marchait tellement bien qu'on était étonnés. On a 95% de taux de détection, 96%, donc on détecte aussi bien les moments de crise que les moments sans crise. Donc c'est assez intéressant. Donc on a revérifié plusieurs fois et on est tombé sur les mêmes résultats. Il y a quelques publications qui vont sortir sur cette expérimentation-là. Les 2 usages principaux qu'on peut imaginer, évidemment, c'est de la télésurveillance de certains types de patients qui sont à risque d'avoir ce type de crise-là, donc avec un dispositif qui permet de le suivre à distance pour les faire revenir. Et le deuxième qui est intéressant aussi, vous savez, quand on met en place des études cliniques, c'est très complexe, c'est très coûteux, il faut remplir des données, etc. Mais tout signal passif de données qu'on peut récolter de manière la plus simple possible peut avoir beaucoup de valeur au regard de ce type. Ça vient enrichir les Ça peut venir enrichir. Et c'est un peu un des axes de travail qu'on a, c'est de regarder si on peut trouver, grâce à ces outils-là, donc d'actimétrie, de battement de cœur, etc. Si on peut effectivement extraire de l'information qui peut être pertinente pour des essais cliniques, qui fait descendre le coût des essais cliniques. Deuxième exemple, alors c'est une étude qui démarre avec le Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard et avec une autre start-up qui s'appelle Biomove, qui est une start-up qui développe. Alors eux, ils sont partis au début du sport, et puis ils sont progressivement évolués vers ce qu'on appelle l'adaptation physique adaptée, et la gestion notamment de la nutrition dans des protocoles médicaux. L'idée en fait, c'est de dire, dans le cadre de cette... c'est quel type de cancer? Cancer du sein. Cancer du sein, d'accord. Cancer du sein, première prise en charge, et les patients sont sélectionnés lors du RCP, et ces patients-là effectivement vont profiter d'un programme d'adaptation physique adaptée et de nutrition particulier à leur état de santé. L'idée, c'est que ce qui a déjà été prouvé dans la littérature, c'est que avoir une adaptation physique adaptée et une nutrition particulière quand on a un cancer du sein, on a moins de risques d'avoir un cancer du sein peut-être grave, on a un certain nombre de bienfaits, même sans thérapie, et avec de la thérapie c'est encore mieux. Donc là l'idée du programme, c'est plutôt de dire est-ce que ce qui est fait en interaction avec un médecin ou une infirmière pendant le suivi peut être donné à une IA dans une application mobile qui va auto-adapter, alors évidemment qui va charger le protocole qui a été placé expressément pour la patiente. Parce que c'est très personnalisé. Et après qui va pouvoir s'adapter en fonction de ce que va déclarer la patiente, avec l'idée de se dire que la patiente va se dire être, onboardée dans le programme, elle accepte par elle-même de le suivre, et on va regarder si au fur et à mesure du suivi, on va adapter le programme pour rattraper peut-être, mais pas au même niveau, on va pas faire le doux par exemple de l'adaptation physique, et on va avoir donc 4 bras dans l'étude pour regarder si c'est possible de laisser en autonomie, grâce à une application, ce type de patiente dans ce type de programme. Ça en fait, mais ça rejoint un peu le premier cas pour les patients aussi bien sûr. On peut résumer en disant finalement on n'est jamais seul et on est toujours en mobilité. Voilà, quand je suis avec mon médecin, je suis quelque part rassuré, je sais, mais après quand je le quitte, les jours où je suis seul, comment
comment je fais. Là, voilà. Donc là, effectivement, on peut toujours, vous disiez, emborder, effectivement, on est dedans, quoi. Bah, c'est comment empowerer le patient, effectivement, dans sa santé. Mais encore une fois, le but, c'est pas que le patient n'ait plus accès au système de soins ou à l'éducation thérapeutique. Non, mais qu'il ait tout le temps ou autre chose. Mais qu'il ait en permanence un outil qui lui permette d'être plus efficace dans sa gestion quotidienne de son activité physique, par exemple, adaptée. Rémi Choquet, merci beaucoup et bonne chance. Merci à vous.